J'ai lu un livre. Ce livre, c'est Inspirer, conspirer d'Edgar Schoch. Pardon pour la prononciation. C'est un ouvrage, vous l'aurez compris, sur le conspirationnisme. Mais pour une fois, plutôt que de parler des conspis en les montrant du doigt, il énumère ce qui nous amène à tous adhérer à des théories plus ou moins à la con et comment nous sommes amenés à croire en des forces obscures qui dirigent notre monde plutôt que d'accepter que notre existence soit une succession de hasards. En somme, on conspire comme on respire. À la lecture de ce bouquin, j'ai buté sur plusieurs mots. Tiens, par exemple, tu savais ce que ça voulait dire un show actif, toi? L'auteur utilise un langage assez soutenu qui pourrait rebuter pas mal de lecteurs et c'est ce qui m'a un peu gêné. Pardon Edgar, mais ton livre est d'utilité publique, et il mériterait de se mettre un peu plus à la portée de tout à chacun. Du coup, j'ai essayé de le retranscrire en une vidéo. Pas mot à mot bien sûr, vous gagnerez énormément en connaissances en achetant le bouquin et en le lisant après ces vidéos, vu que j'ai beaucoup écrémé l'ouvrage de base. Pour éviter que ce soit trop lourd, j'ai découpé cette vidéo en 2 parties, dont voici la première. Quand on veut définir le complotisme, on se heurte vite à un problème. Comment faire la différence entre du complotisme et de l'esprit critique? Un juge américain, Potter Stewart, a dit à propos de l'obscénité « I know it when I see it ». On peut dire la même chose du conspirationnisme. On le reconnaît quand on y est exposé. Si je te demande ce que c'est un brugnon, à part me dire que c'est une pêche mais pas tout à fait, tu vas être bien emmerdé. Par contre, si je t'en montre un, ce sera beaucoup plus limpide. Pourtant, une ligne claire entre complotisme et esprit critique se doit d'être établie pour la bonne tenue d'un débat démocratique au sein de notre société. Du coup, pour faire simple, on peut dire que le complotisme est l'adhésion à une ou plusieurs théories du complot affirmées par les faits. Mais les faits eux-mêmes ne font pas consensus entre ceux qui adhèrent aux fameuses théories et ceux qui se rallient à la thèse officielle. Si tu as déjà poussé un peu la discute avec un conspi, il y a 95% de chances que tu aies pensé qu'il était parano, et lui t'a dit en substance que t'étais naïf. C'est exactement le type de débat qui ne peut pas avancer et qui finira immanquablement en insulte. Le terme complotiste est d'ailleurs lui-même considéré comme une insulte. La fameuse expression « je ne suis pas raciste mais » qui précède tout discours xénophobe est utilisée dans les milieux conspis sous la forme « c'est pas pour être complotiste mais ». Dans le but de se prémunir d'une quelconque disqualification des propos qui suivront pour des raisons de complotisme. Voici donc l'intérêt majeur d'avoir une définition claire du terme. Il s'agit de séparer le rationnel de l'irrationnel, l'esprit critique de la paranoïa et le lanceur d'alerte du Silvano Trotta. Et ça tombe bien, Rob Brotherton s'est attaqué à ce besoin de définition dans son ouvrage de 2016 nommé Suspicious Mind. Il a pu caractériser 6 penchants de toute théorie conspirationniste. Tout d'abord, une théorie conspi apporte une réponse à une question irrésolue. Que ce soit l'attentat d'Annecy ou la réalité du 11 septembre, on peut considérer que ces événements sont sujets à débat, car des gens débattent dessus. On pourrait croire au premier abord que débattre de ces sujets est une concession faite aux conspis. C'est cependant le fait que ces questions soient contestées qui fait la différence fondamentale entre une théorie du complot et un complot avéré. Si le scandale du Watergate n'est pas une théorie du complot, c'est pas parce que les faits ont été prouvés, mais parce que personne ne les remet en question. C'est pour cela que l'une des caractéristiques des théories conspirationnistes, c'est qu'elles portent sur des questions irrésolues. Une fois qu'elles sont considérées comme vérité acquise, elles quittent la catégorie des théories complotistes. Par contre, je mets 10 balles sur le fait que la plupart des théories du complot actuelles resteront des théories à tout jamais. Deuxième caractéristique d'une théorie du complot. Elle met toujours l'accent sur l'idée que les apparences sont différentes de la réalité. L'allégorie de la caverne de Platon est le mythe préféré du conspi. Il pense avoir pour mission d'éclairer les masses sur la vraie nature des choses. La théorie de l'état profond, par exemple, est censée nous alerter sur le fait qu'il existerait une entité inconnue qui tiendrait secrètement les rênes du pouvoir étatique. Un peu comme dans le film Matrix, il existerait 2 mondes. Le réel, celui qui nous entoure, et l'autre, invisible, qui serait destiné à masquer que inserte ta vérité ici. Troisième caractéristique, les comploteurs sont des contrôles fric et ont un pouvoir illimité. Si on se penche sur les moyens qui devraient être mis en œuvre pour accomplir la plus simple des théories du complot, on se rend vite compte que ceux qui l'ont commandité sont omnipotents. Par exemple, pour falsifier les premiers pas sur la Lune, il aurait fallu que tous les États se mettent d'accord pour ne rien révéler. Il aurait fallu soudoyer des milliers de scientifiques, d'ouvriers et d'ingénieurs. Il aurait fallu faire taire les prétendus astronautes, leurs familles et leur entourage, et réussir à ne rien laisser filtrer pendant plus de 50 ans. Tellement de paramètres à prendre en compte et d'argent à mettre sur la table qu'il est en réalité bien plus simple et moins onéreux de construire une fusée, de mettre des gens dedans et de la lancer. Mais non. Pour un complotiste, il est possible d'exercer sa volonté toute puissante sur les médias, l'industrie, la recherche, les États, etc. Quatrième caractéristique, une théorie du complot est toujours mal intentionnée. Alors en réalité, cette caractéristique sert à distinguer les théories bienveillantes, comme celle qui raconte qu'en ton absence, des gens se tapissent chez toi, dans le noir, et ils attendent ton retour pour allumer la lumière et crier
Une théorie complotiste est donc forcément machiavélique et malveillante. Cinquième caractéristique, une théorie du complot s'appuie sur d'apparentes anomalies. Il y a toujours dans ces théories un détail qui ne prouve rien, mais qui est censé interpeller. Un détail qui n'apporte aucune réponse, mais qui est censé poser des questions. Un passeport dans les décombres du World Trade Center? Il peut pas être juste tombé de la poche d'un théoriste. Non. Dans une théorie du complot, un non-événement sera systématiquement suivi d'un « Tu trouves pas ça bizarre, toi ?» Ça n'apporte absolument rien dans la recherche de la vérité, mais c'est censé pointer du doigt une anomalie soi-disant révélatrice. Pourquoi le théoriste d'Annecy faisait des petits sauts entre deux coups de poignard? Pourquoi sur des vidéos de qualité dégueulasse, les pupilles de Barack Obama semblent changer? Pompidou était un hybride extraterrestre. Pourquoi? Jamais de parce que des pourquoi. Sixième et dernière caractéristique, une théorie du complot est irréfutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en prouver sa fausseté. Dans un complot, une absence de preuve est une preuve en soi. Selon la troisième caractéristique qu'on a vue, c'est-à-dire que les comploteurs contrôlent tout, si on ne trouve pas de preuves allant infirmer le complot, c'est qu'elles ont été cachées. Donc c'est un complot. Et si on en trouve, c'est qu'elles ont été fabriquées. Et là, boum, recomplot. Pris séparément, chacun de ces points ne caractérise pas une théorie conspirationniste. Ils sont même pour certains au cœur de la pensée critique. Ce n'est pas non plus une espèce de checklist dans laquelle, quand tout a été coché, on a le bingo du complotiste. C'est plutôt une base de connaissances servant à repérer les red flags quand vous êtes face à ce genre de discours. Bon, on a maintenant une idée de ce qu'est une théorie du complot, ça devrait être facile de définir ce que c'est un complotiste. Pour faire simple, c'est un paranoïaque. Mais en vérité, c'est plus compliqué que ça, car il y a une différence majeure entre adhérer à une théorie du complot et être complotiste. Un politologue, Michael Barkun, a classifié dans son livre A Culture of Conspiracy 3 types d'interprétation du monde qui nous entoure sous l'angle des thèses conspirationnistes, et il y a fort à parier qu'une majorité d'entre vous a pu un jour rentrer dans une de ces catégories. Et moi y compris. Oh oui. Il y a tout d'abord le conspirationnisme d'événements, c'est-à-dire qu'un complot est organisé autour d'un événement isolé. Les théories autour de l'assassinat de JFK en font partie par exemple. Il y a ensuite le conspirationnisme systémique qui raccroche plusieurs événements à un vaste complot ourdi sur le long terme. C'est le cas du complot juif ou de celui de l'État profond. Et il y a le super-conspirationnisme qui est proche du pouvoir divin. On y rangera la théorie des anciens astronautes par exemple. Ça consiste à voir dans une conspiration un vaste plan global, voire cosmique. Il n'est pas rare qu'on adhère de façon épisodique au conspirationnisme d'événements. Cependant, dès le deuxième palier franchi, tout nouvel événement va pouvoir s'ajouter au précédent afin de constituer un récit à tendance paranoïaque. C'est aussi ce même palier qui marque la frontière entre un complotisme inductif, c'est-à-dire qu'on tire des conclusions personnelles en prenant compte des informations en sa possession, et un complotisme déductif qui fait tordre les faits observés de manière à ce qu'ils correspondent à la vision qu'on a du monde. Ce complotisme déductif est le moteur principal des fake news qui tournent sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après un événement, on peut voir fleurir des posts qui vont remettre en cause la version officielle avant même qu'elle ne soit publiée. Il s'agit de s'accrocher à des détails qui collent au récit conspi, comme par exemple la couleur des rétros des attaquants de Charlie Hebdo. Le célèbre gimmick d'X-Files I Want to Believe résume très bien ce passage au complotisme déductif. Je veux y croire. Je veux pouvoir ranger des événements qui n'ont rien à voir dans un récit plus large et qui m'arrange. Mais le conspirationnisme est-il un fait nouveau? Tout d'abord, aucune étude n'a pu raccrocher ce type d'idée à un groupe social en particulier. Les diplômes, le rang social, le niveau d'éducation ou les convictions religieuses ne permettent pas d'être à l'abri de ce genre de pensée. Cependant là, on va sortir un peu du livre d'Edgar pour donner une observation personnelle qui ne fait évidemment pas loi. Ouvrons une parenthèse. À force d'être confronté au discours conspi et de regarder d'où ils émanent, une certaine tendance apparaît. De mon point de vue, la plupart des complotistes sont abreuvés à la télé-poubelle. Aucun nom de recul critique à force de bouffer de l'information toute faite sur leur réseau pourri et ont dû rater pas mal d'années d'école. Mais ils se sentent intelligents parce qu'ils écoutent Aberkan, donc ils se permettent de l'ouvrir. Voilà, ça fait du bien de déverser son fiel, on peut fermer la parenthèse. Le discours conspirationniste a toujours existé, et Paris sur l'avenir existera toujours. Cependant, il est difficile de dire s'il est en augmentation. Une étude se basant sur le courrier des lecteurs du New York Times de 90 à 1950 indiquerait même qu'il a diminué. Une chose cependant flagrante, c'est la diffusion des idées conspi qui s'est multipliée avec l'avènement d'Internet et a explosé avec les réseaux sociaux. Et nous y sommes beaucoup plus exposés. Auparavant, fallait acheter d'obscures revues à moitié clandestines et être exposé aux complotistes demandait une démarche personnelle. Ça demandait de faire un effort. Il est donc difficile de dire précisément s'il y a une augmentation ou une diminution du phénomène. On peut juste avancer qu'il s'est démocratisé. Voyons maintenant comment ça se passe dans notre cerveau et si on peut éviter de tomber dans certains travers délétères à l'esprit critique. J'ai tendance à pathologiser le phénomène complotiste.
taré, psychopathe, va te faire soigner, on fait souvent référence à des catégories issues de la psychiatrie pour expliquer les symptômes dont souffriraient les conspis. J'ai parlé un peu avant de la paranoïa par exemple. Mais cette stigmatisation est un des facteurs de l'échec de la lutte contre le complotisme. En réalité, l'adhésion à des thèses conspirationnistes découle de mécanismes cognitifs auxquels nous sommes tous soumis. Toi, moi, eux. Plus tous ceux qui le veulent. Et ces biais cognitifs, pour les combattre, il faut les nommer. Ce biais consiste en la préférence à une explication intentionnelle d'un fait ou d'un événement. Il a un rôle psychologique, nous rassurer en donnant une explication logique à ce qui nous échappe. Prenons l'exemple d'un type qui a bu 14 coups de trop et qui roule 70 km/h au-dessus de la limite autorisée sous un pont parisien. S'il se prend un pilier, c'est un simple accident de la route. Par contre, si on ajoute une Lady Di sur la banquette arrière, on va avoir tendance à chercher à savoir à qui profite cette mort et à y voir un acte délibéré. Ça peut pas être la faute à pas de chance. Une expérience menée en 1943 par Fritz Heider met en évidence ce biais. Les participants devaient visionner un film muet mettant en scène différentes formes géométriques se déplaçant dans et autour un rectangle dont un des côtés s'ouvrait et se fermait à la manière d'une porte. À l'exception d'un seul participant qui a décrit la scène dans des termes purement abstraits et a vu le déplacement de formes au hasard, tous les autres y ont décrit des personnages interagissant les uns avec les autres. Certains ont parlé d'une scène de harcèlement d'un enfant par de plus grands, ou d'une mère réprimandant sa progéniture rentrée trop tard à la maison, ou bien encore d'une scène de ménage entre une femme, son mari et son amant. Ce besoin d'intentionnalité est une protestation de l'esprit humain contre le chaos. L'intentionnalité est l'essence même du complot. Il ne pourrait y avoir qu'une main invisible pour orienter le scénario. Nous avons la dissonance cognitive en horreur, ce qui nous mène à notre second biais. Nous mettons des années à nous construire une vision du monde et intégrer un nouvel élément allant à l'encontre de cette vision est coûteux en termes de dépenses d'énergie cognitive. Rob Brotherton, toujours lui, a proposé une expérience simple. Il a soumis une série de 3 chiffres à plusieurs participants, mettons 2, 4 et 6. Les participants devaient découvrir la règle qui présidait l'élaboration de cette suite. Pour cela, ils devaient proposer d'autres suites afin que l'expérimentateur leur dise si elles se conformaient à cette même règle. Une fois que le cobaye était certain de connaître la règle, il pouvait la soumettre au chercheur qui lui disait si elle était correcte ou non. Je vous laisse quelques secondes pour trouver quelques suites de 3 nombres à proposer. Vas-y, mets pause et va chercher un stylo. C'est bon? Tu as peut-être mis 5, 7 et 9, ou 23, 25, 27, ou autre chose, je te juge pas. Hein. Quoi qu'il en soit, si tu as écrit des séries dont le deuxième chiffre correspond au premier augmenté de 2 et le troisième au second lui aussi augmenté de 2, ou bien même une espèce de suite de Fibonacci où le troisième chiffre est la somme des deux premiers, ta suite correspond bien à la règle. Maintenant, à ton avis, quelle est la règle? Tu peux refaire pause et l'écrire en commentaire. Alors je vais pas te dire de pas tricher, hein. Tant que t'écris, moi ça me va bien. En vrai, je fais ça pour le référencement de cette vidéo. D'ailleurs, tant que tu y es, tu peux mettre un like et t'abonner. La grande majorité des gens diront que la règle d'élaboration consiste à augmenter le chiffre précédent de 2. Et, c'est pas la règle. En fait, pour la découvrir, il aurait fallu essayer de la réfuter et d'aller contre son intuition première en proposant des suites qui ne correspondent pas à la règle d'élaboration supposée. Par exemple, si tu m'avais proposé 5, 8 et 3, je t'aurais dit non. En essayant 1, 7 et 9 ou 1, 2 et 6, bingo, tu aurais tapé dans le mille. Car la règle était en réalité une suite croissante de 3 nombres. Tout simplement. Et seule une réfutation de ton intuition aurait pu te mettre sur la piste. C'est ça le biais de confirmation. Trouver la confirmation de son hypothèse de départ afin d'éviter le drame de la dissonance cognitive. À l'heure d'Internet, c'est ce biais qui nous fera faire des recherches allant dans notre sens. Tu es persuadé de la dangerosité des vaccins contre le Covid, il y a de fortes chances que tu vas chercher pourquoi le vaccin est dangereux dans Google, ou quelque chose dans le genre, au lieu de mettre quels sont les effets du vaccin contre le Covid. En faisant ça, on s'enferme très vite dans une bulle d'informations allant dans notre sens. Les arithmophobes, vous pouvez rester, malgré le nom de ce biais, promis, on parle plus de chiffres. Quelle est la différence entre l'attentat de JFK en 1963 et celui sur Ronald Reagan en 1981 ? Ce sont 2 présidents charismatiques qui ont été aux porteurs de grands changements sociaux, et ils avaient une approche similaire vis-à-vis du communisme, et puis ils ont aussi tous les deux de liens troubles avec la mafia. En réalité, des différences, il y en a 2. La première, c'est qu'il y a un consensus sur les raisons de l'attentat sur Reagan, et une trouzaine de théories sur l'assassinat de JFK. Et la deuxième, c'est justement que JFK a été tué là où Reagan a survécu. Si Kennedy s'en était sorti indemne, il n'y aurait pas eu des centaines de personnes pour élaborer des théories souvent contradictoires. Parce qu'un complot qui ne réussit pas n'intéresse personne. Et pour un esprit humain, un événement important doit avoir une cause importante, là où un demi-échec est attribué à la faute à pas de chance.
Oui, ça marche aussi avec la mort de Lady Di. Imaginons qu'un virus provoque une épidémie mondiale. Oui, je sais, c'est pas très crédible, mais bon, imaginons quand même. Eh ben, je te mets la main à couper qu'on va pouvoir y trouver une cause exceptionnelle, comme un complot visant à réduire la population, ou une intentionnalité des laboratoires pharmaceutiques dans le but de nous vendre des médicaments ou des vaccins, ou de nous mettre des puces 5G. Se dire que c'est juste un virus qui est né de notre proximité avec des animaux sauvages et qui a voyagé à la faveur de nos échanges mondialisés, c'est beaucoup moins sexy. Plus simple et plus crédible, mais moins sexy. Nous préférons la cohérence à la probabilité. Voici une description. Linda est une célibataire de 31 ans, très brillante, et qui ne mâche pas ses mots. Elle est profondément impliquée dans des questions de justice sociale et de lutte contre la discrimination, et elle a aussi participé à des manifestations contre le nucléaire. D'après vous, laquelle de ces deux affirmations vous semble le plus probable? Linda est comptable, ou Linda est comptable et engagée dans le mouvement féministe? Il est évident que la première proposition est plus probable, car dans tous les cas où la seconde est vraie, la première l'est également. Et il peut y avoir une foultitude de raisons pour que Linda s'en tape royalement du féminisme. Cette question a été posée en 1983 lors d'une étude effectuée par Kahneman et Tversky. Et contre toute attente, 89% des sondés ont choisi la seconde proposition. Cette prédominance signale notre préférence en faveur d'éléments renforçant la cohérence du récit. Tout se passe comme si notre cerveau préférait ce qui est possible à ce qui est probable. Mis ensemble, ces biais cognitifs peuvent servir à expliquer en quoi les thèses complotistes satisfont notre confort cérébral. Même avec tout cela, dresser un portrait type du complotiste s'avère hasardeux et la littérature s'est beaucoup penchée sur les causes du complotisme, mais très peu sur ses conséquences. Il y a une différence non négligeable entre partager un post Facebook et débarquer dans une pizzeria avec une arme de guerre comme ça s'est passé en 2015 à Washington. Dans certains domaines du complotisme, le passage à l'acte est visible. On peut par exemple savoir combien de parents ont renoncé à vacciner leur enfant suite à une campagne de désinformation sur la vaccination. Si la croyance complotiste n'est pas une condition suffisante au passage à l'acte, quelles sont alors les autres conditions nécessaires? On entend beaucoup de supputations. Le complotisme mènerait au désengagement politique, au repli sur soi, à des actes violents ou à l'adhésion à des dérives sectaires. Et tant qu'à supputer, supputons. On pourrait classer le complotisme dans ce que John Elster appelle en 2007 les quasi-croyances, dans le sens où ce sont des croyances qui ne mènent pas forcément au passage à l'action et qu'elles peuvent mener plutôt à un passage à l'inaction politique par exemple, c'est-à-dire à l'abstention, ou à mener au cynisme et à la résignation. On a donc beaucoup de suppositions sur les conséquences du complotisme, mais peu de conclusions fiables. Citons quand même une recherche menée par Jolet et Douglas qui montrerait que la croyance selon laquelle le réchauffement climatique n'existe pas mènerait à réduire les efforts des individus concernés à réduire leur empreinte carbone. Mais dans la mesure où cette croyance provoque elle aussi de l'inaction, cette conclusion demeure fragile. Mesurer du rien reste compliqué et de nombreuses personnes, bien que conscientes du changement climatique, ne font pas d'efforts non plus. D'autres exemples par les mêmes auteurs rapportent en 2014 que le fait d'exposer des parents à des informations allant dans le sens d'un complot vaccinal réduirait leur volonté de vacciner un enfant. D'autres recherches suggèrent que ceux chez les Afro-Américains qui croient que la pilule est un moyen déguisé d'organiser un génocide des populations noires ont des attitudes négatives envers la contraception. Donc les recherches à ce sujet sont assez maigres et n'en sont qu'à leur début. Les résultats de ces quelques études qui concernent des croyances spécifiques n'indiquent pas nécessairement qu'on puisse les étendre à d'autres domaines comme le désintérêt dans les médias, l'abstention ou le passage à l'acte violent. Et c'est justement sur ce lien entre passage à l'acte violent et complotisme qu'il faudrait faire des études, non? Parce que si Cynthia et Kevin ne veulent pas vacciner Mathéo et Jules à cause du grand méchant Big Pharma, c'est terrible. Mais si un redneck de la Creuse pose une bombe à Châtelet pour éradiquer la racaille qui veut nous grand remplacer, on risque des milliers de victimes. Le djihadiste, qui fait des milliers de morts chaque année dans les attentats, serait un bon candidat pour relier actes violents et complotisme. Mais contre toute attente, parmi ceux qui dénoncent le complotisme, on peut trouver Daesh. En effet, quand les attentats de Bruxelles sont attribués par certains de nos compatriotes conspi à la CIA, au Mossad ou aux extraterrestres, en fait ça enlève la paternité de l'acte au vrai commanditaire. Si le complotisme peut mener au passage à l'acte, le passage à l'acte oblige à l'abandon de certaines thèses complotistes pour conserver la paternité de son exploit. De même que certains groupes terroristes n'adhèrent pas aux théories conspirationnistes, comme l'IRA par exemple, le conspirationnisme ne mène pas forcément à l'adoption de comportements extrémistes ou violents. On ne doit pas se concentrer uniquement sur la façon dont le complotisme change les individus, mais aussi sur sa manière d'influer sur la configuration du débat politique. On peut le voir avec Trump ou avec une partie de l'extrême droite française. L'énergie dépensée à démêler le vrai du faux dans leur discours a complètement centré le débat sur leur personne.
Je vais jamais autant parler d'Éric Zemmour avant qu'il ne s'amuse à réécrire l'histoire française à sa sauce par exemple. Du coup, ceci brouille complètement les pistes vis-à-vis des téléspectateurs sur ce qui constitue un argument recevable ou non. Les réseaux sociaux sont un terrain qui se prête difficilement à l'analyse expérimentale, mais on a peu de doute sur le fait que ce soit un terreau fertile pour le développement d'une politique démagogique. Allez, un peu d'espoir quand même, contre toute attente, le sentiment d'être élu que confère la connaissance d'une vérité ésotérique disparaît avec sa large diffusion. C'est ce qui semble avoir frappé les chercheurs de véritude à la sortie de la série X-Files. Voir Mulder et Scully combattre des complots gouvernementaux leur a certes donné un sentiment de fierté de voir leur théorie enfin mise en lumière, mais ils ont été dépités de se voir ainsi démonétisés en quelque sorte. Voir leur pseudo-connaissance se diffuser de la sorte dans la population leur a enlevé leur sentiment d'être élus. Ce besoin de se sentir unique semble déterminant à l'adhésion d'une vision complotiste du monde. Ce paradoxe permet de relativiser quelque peu la crainte d'une généralisation du discours conspi dans la mesure où les propagateurs de ces théories veulent se démarquer du Pékin lambda. Une trop large diffusion de leur savoir secret leur fait perdre un peu de leur aura en quelque sorte.